Alors voilà, on est parti dans ce premier cours sur la philosophie. Et la première leçon, ça va être une introduction à la discipline en général, et on va plus particulièrement poser la question, qu'est-ce que c'est la philosophie? Je vais commencer par me présenter moi-même. Donc, je suis Guillaume Bignon. De formation, je suis ingénieur, manager. J'ai travaillé pendant 15 ans sur Wall Street, dans les salles de marché. Et puis, depuis quelques années maintenant, je suis dans une boîte à San Francisco. J'habite donc aux États-Unis. Alors, j'habite pas à San Francisco, moi je suis sur la côte est des États-Unis, mais je travaille pour une boîte à San Francisco. Et donc, je suis toujours de jour dans l'informatique. Mais en parallèle de ça, je suis aussi philosophe. Donc, j'ai fait des études en tant que chrétien. J'ai fait des études master en littérature biblique avec une emphase sur le Nouveau Testament. Et puis ensuite, un doctorat en théologie philosophique. Donc, d'où mon intérêt pour la discipline de la philosophie. C'est appliqué à la théologie. Je suis aussi père de famille. J'ai 5 enfants de 2 à 10 ans. Accessoirement, je n'étais pas un chrétien toute ma vie. Je suis grandi en France, donc je parle encore bien le français, même si j'ai quelques anglicismes par-ci par-là. Et surtout, je suis passé dans le cursus français, donc l'apprentissage de la philosophie au lycée tel que c'était en France ne m'est pas étranger. Et puis, bien sûr, ensuite, je me suis imprégné du domaine américain. Donc, j'ai un peu cette double vision sur la conception de la discipline philosophique des deux côtés de l'Atlantique. Donc voilà, c'est une petite note sur mon arrière-plan. Et puis pour ceux qui sont intéressés sur mon histoire de comment je suis passé de athée français à chrétien et philosophe, c'est une histoire que je raconte dans le livre La foi a ses raisons, que vous pouvez trouver aux éditions BLF. Voilà. Donc je ne vais pas m'étendre sur ma propre histoire plus que ça, c'est juste pour vous donner un petit arrière-plan sur qui je suis et de quel point de vue je vais m'exprimer. Donc voilà pour moi. Alors la question qui nous anime là, maintenant dans cette première leçon, c'est qu'est-ce que c'est que la philosophie? Alors je vous tends un peu le micro et je vous demande de vous interroger vous-même sur les attentes que vous aviez peut-être sur cette classe. Finalement, vous avez peut-être une idée de ce que c'est que la philosophie. Forcément, vous avez été influencé, soit vous en avez pris un petit peu au lycée ou même à l'université. Et puis, surtout, vous vous êtes inscrit sur cette formation qui était libellée la philosophie, ou introduction à la philosophie. Donc, vous attendez au moins à une discipline ou une autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas toujours clair pour tout le monde de quoi il s'agit la philosophie. Et donc, on va parler un petit peu de ce que j'entends moi, de ce qu'on va ensemble étudier sous le titre de philosophie. Alors ça, c'est un sondage que je donne à mes étudiants, parce que je n'ai pas précisé, aux États-Unis, j'ai aussi enseigné la philosophie à l'université. Ça, c'est un sondage que je donne à mes étudiants en philosophie sur le premier jour, la première classe, où on parle de ces choses-là, pour essayer de voir un peu leurs attentes sur la philosophie. Et je leur demande, la philosophie est-elle plutôt comme les mathématiques, la littérature ou l'astrologie? Alors, j'ai toujours un ou deux étudiants qui, juste pour m'embêter, cochent l'astrologie pour sous-entendre que la philosophie, c'est une discipline un peu nébuleuse, un peu velue. Bon, dans l'ensemble, on comprend bien que c'est pas vraiment l'idée. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que entre les maths et la littérature, j'ai souvent une majorité de gens qui cochent la littérature, en disant la philosophie, c'est une matière littéraire. C'est même un peu la classification qu'on a au lycée en France. Il y a les matières scientifiques d'un côté, puis les matières littéraires de l'autre. Et si on devait classifier, on mettrait probablement la philosophie dans les matières littéraires. Et en fin de compte, ce que je vais affirmer et vous montrer un peu par la suite de ce cours, c'est que la philosophie est largement plutôt comme les mathématiques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de manière principale d'aller lire des écritures et puis de voir si on aime, si on n'aime pas, de commenter, de s'extasier sur la qualité de l'écriture. Mais en fait, il s'agit plutôt d'une discipline rigoureuse qui s'intéresse à chercher des vérités, vraiment à poser des importante et à chercher la réponse. Et donc, en ce sens-là, elle est vachement plus proche des mathématiques, plus proche des sciences que réellement de la littérature. Donc, c'est peut-être une première fausse conception que je m'apprête à corriger. La philosophie, c'est plutôt comme les sciences et les maths.
Alors, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour certains d'entre vous, on verra. Dans tous les cas, je vais garder les choses accessibles et puis tout va bien se passer. Alors, une citation de Ernest Renan qui dit que philosopher, c'est savoir les choses. Alors, c'est pas forcément une définition, mais c'est peut-être une caractérisation intéressante. Effectivement, il y a un peu de ça. La discipline de la philosophie s'intéresse à savoir la vérité. Il s'agit de rechercher, de poser des questions et de savoir les bonnes réponses. Et pour ça, on va utiliser des bons outils qui vont nous donner cette rigueur qui va maximiser nos chances d'obtenir la bonne réponse pour qu'on puisse savoir les choses. Donc, au final, la discipline de la philosophie, ça a la vérité. C'est le sujet principal de la philosophie, la vérité, et il s'agit de la trouver. Donc déjà, la trouver, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va poser des grosses questions et on veut s'assurer qu'on a la bonne réponse, qu'on aura la réponse vraie à ces grosses questions. Donc il s'agit de trouver la vérité. Quels outils on va utiliser pour discerner ce qui est vrai? Ensuite, l'argumenter, parce qu'il ne s'agit pas juste de savoir qu'est-ce qui est vrai, mais on va aussi s'intéresser dans l'art d'offrir des arguments, de dire on va chercher à convaincre quelqu'un que quelque chose est vrai. Donc une fois qu'on a trouvé la vérité, on va essayer de la recommander à quelqu'un d'autre en lui donnant des arguments. Alors les arguments d'ailleurs, c'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, ça peut être aussi pour soi-même, hein. C'est utile de trouver des arguments pour se convaincre soi-même que quelque chose est vrai. Et enfin, la défendre, la vérité, puisque quand on va avoir identifié quelque chose qu'on pense être vrai, on va être intéressé dans l'idée de la recommander à quelqu'un d'autre en offrant des arguments, mais de la défendre contre des arguments opposés qui s'opposeraient à elle. Et donc de dire, s'il y a cet argument qui arrive et qui critique quelque chose que je pense être vrai, quelle est la bonne réponse pour moi de répondre, de défendre contre ces arguments. Donc on va voir un petit peu comment cette discipline s'organise pour faire ces choses-là. Et donc vraiment, toutes ces choses-là tournent autour de la vérité. C'est le but de la discipline. Alors, poser la question qu'est-ce que la philosophie, c'est peut-être un petit peu bizarre en fin de compte de commencer un cours de philosophie en se demandant c'est quoi la philosophie. Si vous vous rappelez de vos premiers cours de maths ou vos premiers cours d'histoire, vous vous souvenez peut-être pas que le professeur ait commencé en disant mais qu'est-ce que c'est les maths ou qu'est-ce que c'est l'histoire. Donc c'est un peu la philosophie commence en posant cette question-là. Intéressant, c'est de remarquer que on pourrait commencer un cours de philosophie par la question qu'est-ce que c'est les maths ou qu'est-ce que c'est que l'histoire. Donc la tâche même de poser la question qu'est-ce que c'est la philosophie ou les maths ou l'histoire, c'est une discipline philosophique. La philosophie s'intéresse à poser des questions de ce style-là, d'identifier les choses, de voir qu'est-ce qui est vrai, quelles sont les conditions satisfaites par une discipline pour être des maths ou de l'histoire ou de la philosophie. Donc ça fait partie du domaine de la philosophie. Et c'est un peu un motif qu'on va voir plusieurs fois dans ce cours, c'est que la philosophie s'intéresse un peu aux autres disciplines aussi. Elle met un peu son nez partout, la philosophie. Elle pose des questions là où d'autres opèrent et elle va un peu au fondement de la réalité, de la vérité. Donc voilà, la philosophie pose des questions. C'est ce qu'on va faire. On va poser des questions et surtout, on va essayer d'y répondre. Alors, une autre citation d'un philosophe américain qui s'appelle Douglas Groothuis, qui décrit la philosophie comme étant la vie en accord avec la réalité. Donc là, il y a une dimension supplémentaire à ce qu'on a vu, c'est la notion de vivre une vie qui est en accord avec la réalité, avec la vérité. Donc il dit, selon ses racines les plus anciennes, la philosophie était supposée nous initier à la bonne vie, ou la vie bonne, et nous former pour l'expérience durable de la connaissance et de la vertu. Puisque tout le monde vit une vie ou une autre, hein, tout le monde est vivant, voilà, la vie nous fait face, on n'a pas vraiment le choix, on a une vie. La philosophie explorait la capacité de l'esprit à vivre la vie en accord avec la réalité. Donc il y a un peu ce but additionnel dans la philosophie de dire il ne s'agit pas juste de savoir intellectuellement qu'est-ce que c'est la vérité, il s'agit aussi d'orienter notre vie à la lumière de cette vérité. Et donc de former pas juste la connaissance, mais également la vertu, de savoir qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne, et évidemment, sous-entendu, d'essayer de la vivre nous-mêmes.
Donc ça fait partie du domaine de la philosophie. Alors, moi, à titre personnel, il faudrait quand même que je vous confesse, j'étais un réel échec en philosophie en France au lycée. Si je me souviens bien, je n'ai pas eu la moyenne au bac. J'ai dû avoir 9 sur 20, je crois. C'était déjà... Et puis, c'était bien payé. Donc voilà, j'étais nul. Et en plus, je pense que c'était partiellement, voire même majoritairement, la faute de mon prof. Alors, c'est pas vraiment un scoop, l'étudiant raté qui blâme son prof, mais je pense que l'expérience qu'on a en France de la philosophie est très variable selon les professeurs. Certains professeurs vont effectivement vous donner cette conception de la philosophie que je m'apprête à partager avec vous, qui est un peu cette notion rigoureuse de comment est-ce qu'on obtient la vérité, quels sont les outils pour obtenir la vérité, les débats pour savoir réfuter les mauvaises idées et défendre les bonnes idées. Mais moi, je faisais rien de tout ça en philosophie en terminale en France. Le professeur faisait plus du commentaire sur tel penseur a dit ceci, tel penseur a dit cela. Ah, c'est intéressant. Mais donc, il n'y avait pas vraiment cette notion d'examen critique des idées pour voir qui a raison et qui a tort. Et bah moi, juste le commentaire sur qui a dit quoi, ça ne m'intéressait pas du tout. Et si c'est aussi votre situation, eh ben, je vous encourage. Le reste de cette classe en philosophie devrait être plus intéressante que ça. C'est pas juste un commentaire sur les penseurs, c'est aussi un examen des idées et voir qui a raison et qui a tort. Donc voilà, c'est un peu la façon humoristique dans laquelle je décris ce phénomène, c'est que moi, en fait, j'ai toujours adoré la philosophie, mais j'ai juste pas tout, ça s'appelait de la philosophie. Donc j'ai toujours adoré cette idée d'être rigoureux dans les idées, de raisonner de manière logique, de poser des questions et de trouver la vérité. Et c'est ce que je l'entends par philosophie, et ça j'ai toujours aimé. Mais j'ai pas toujours su que c'était appelé la philosophie. Et puis il y a cette autre chose que j'ai toujours détestée, que j'appelais philosophie. C'est ce que je faisais moi en terminale, en philosophie, et cette discussion un peu nébuleuse sur tiens, il a dit ça, ah, ça sonne bien, hein, c'est profond, mais en fait, pas vraiment un examen des idées et pas vraiment une argumentation rigoureuse ou logique sur ces sujets-là. Donc voilà, ça devrait vous donner un peu une idée de où est-ce qu'on se dirige sur quelle conception de la philosophie. C'est plus cet examen rigoureux que l'extasie de ce que s'extasier sur ce qu'a dit tel ou tel penseur dans le passé. Voilà. Alors, étymologiquement parlant, le mot philosophie, c'est peut-être un bon endroit pour commenter, c'est que c'est donc des deux racines grecques, philo et sophia, philosophie. Philo, c'est l'amour, et sophia, c'est la sagesse. Donc, littéralement, philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai présenté la discipline comme étant un petit peu l'art de ces choses, comme disait Ernest Renan. Mais le savoir et la sagesse ne sont pas exactement les mêmes concepts. Et une illustration de la différence entre le savoir et la sagesse, c'est une image un petit peu humoristique, c'est de savoir que vous avez ici le Victor Frankenstein, qui est en fait le scientifique, et le monstre de Frankenstein, qui a été créé par Victor Frankenstein. Et donc là, le cliché de dire que le savoir, c'est de savoir que Frankenstein n'est pas le monstre. Donc ça, c'est une réponse à la question du Trivial Poursuite. C'est qui Frankenstein? Frankenstein, c'est pas le monstre en fait. C'est le scientifique qui a créé. C'est lui qui s'appelle Frankenstein. Donc de savoir ça, c'est un peu un fait trivial. C'est le Trivial Poursuite. C'est je sais bien que oui, Frankenstein en fait, c'est pas le monstre. Et la sagesse dans cette histoire, c'est de savoir que Frankenstein est le monstre. Alors là, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est de se dire, maintenant, en fait, Victor Frankenstein, le scientifique, c'est lui qui était réellement monstrueux dans cette histoire, puisque c'est lui qui a créé le monstre très tant de souffrance. Donc, c'est un peu le sens plus profond, un peu plus... la sagesse, c'est plus profond. C'est vrai, mais c'est plus profond que le savoir. Alors, je note en passant quelque chose à laquelle on va faire référence souvent dans ce cours, c'est une équivocation. Alors, une équivocation, c'est quand on utilise le même mot, mais avec deux sens différents. Donc là, c'est un peu, ça a l'air d'être contradictoire, notre affaire. On dit que Frankenstein n'est pas le monstre, mais que Frankenstein est le monstre. En fait, on utilise le mot monstre dans deux sens différents. Et dans un sens, on dit bah, c'est le monstre, c'est celui qui a été créé avec les membres, enfin, à partir d'un corps mort et qui fait peur.
Et l'autre, on dit, bah, c'est un monstre, en fait, c'est un monstre moral, on est en train de dire que c'est un méchant. Donc, c'est deux sens différents, et ça a créé un peu ce décalage humoristique. Mais c'est pour dire qu'en fait, la sagesse, c'est un peu plus profond que le savoir. Donc, quand on parle de philosophie et d'amour de la sagesse, on ne dit pas juste de dire, bon, bah, on va avoir la vérité sur tout et n'importe quoi. On va s'intéresser à de la vérité sur des questions un peu profondes, un peu intéressantes, un peu grandioses, un peu fondamentales sur l'existence. Alors évidemment, existence humaine, hein, puisque c'est notre expérience humaine qui nous intéresse, mais on va soulever ces grosses questions de la philosophie. C'est pas juste des vérités complètement mondaines. Alors ça, c'est encore Doug Groothuis qui dit: les philosophes n'aiment peut-être pas toujours la sagesse, mais c'est le pédigré de leur discipline. Donc, c'est de dire la philosophie, c'est effectivement intéressé par la sagesse. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont appelés philosophes ou qui s'appellent eux-mêmes philosophes vont être réellement intéressés par cette sagesse. C'est une façon peut-être un petit peu respectueuse de dire qu'il y a des bons philosophes. Hein. Un peu à la manière des inconnus, on dira qu'il y a le bon philosophe et il y a le mauvais philosophe. Euh, il faut s'attendre à ce que dans les écrits de gens qui sont dits philosophes, il n'y ait pas forcément une pratique rigoureuse de cette discipline dont je vous parle. C'est-à-dire qu'on va trouver des gens qui se revendiquent philosophes et qui, effectivement, dans leurs écrits, sont flous, divaguent sur des idées pas intéressantes, sont pas rigoureux dans leur argumentation, offrent des sophismes, des arguments invalides, des raisonnements voilà, biaisés. Et eh ben, ça va être notre travail de les examiner et d'identifier toutes ces erreurs. Et donc de ne pas prendre simplement le fait que bah, quelqu'un se dit philosophe, il est philosophe, ah bah alors ça va être de la philosophie telle qu'on l'entend ici. Non, ils ne sont pas tous toujours intéressés par cette sagesse. Mais c'est le pédigré de leur discipline. Alors, une autre caractérisation de la philosophie qui vient de Socrate. Socrate qui disait que la sagesse, c'est de savoir que tu ne sais rien. Alors, c'est un peu une citation slogan, c'est une très célèbre. Il disait: je n'ai pas de sagesse, petite ou grande. On me dit sage, car mes auditeurs imaginent tout le temps que je possède moi-même la sagesse qui, je trouve, manque aux autres. Mais la vérité, ô Athéniens, est que Dieu seul est sage. Donc, c'est Socrate qui, en fait, se promenait dans Athènes et qui parlait aux gens qui se pensaient, qui se croyaient intelligents, qui se croyaient sages, bah, Socrate faisait un peu la mitrailleuse sur ces gens-là en leur posant des questions qui, au final, les ridiculisaient un petit peu, les humiliaient et leur montraient qu'ils ne savaient pas du tout de quoi ils parlent. Alors, on aime ou on n'aime pas le style de Socrate, c'était un peu son activité. Il se décrivait comme étant un taon, le gadfly en anglais, c'est la bête, la mouche qui vient se poser sur le cheval et qui embête les autres. Mais en fait, ce que Socrate faisait, c'est qu'il essayait de montrer que les gens se croyaient sages qu'ils ne le sont. Et il dit que le début de la sagesse, c'est de savoir que tu ne sais rien. Alors, évidemment, c'est une hyperbole. Hein. Si on se demande, est-ce que Socrate ne sait réellement rien? Bah, la réponse, c'est bah, non. Et effectivement, il sait des choses. C'est même écrit ici. C'est savoir que tu ne sais rien. C'est impossible puisque tu sais quelque chose. Tu sais au moins que tu ne sais rien. Donc, il ne veut pas le dire de manière littérale, euh, mais on peut aussi poser la question, est-ce que Socrate ne sait presque rien? Bah, là aussi, non. Il avait une très bonne connaissance, c'était un gars très intelligent. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que le début du savoir, le début de la sagesse, c'est de remettre en question ce qu'on pense savoir, de ne pas penser qu'on est le summum de la connaissance et de dire, bon, ben, on va repartir à zéro, essayer de reconstruire et de voir quelles sont les bonnes raisons que j'ai pour penser ce que je pense. Et ça, c'est une très bonne démarche philosophique et ça fait partie de ce que Socrate décrit la sagesse. C'est de commencer, je ne sais rien. Bon, bah, maintenant que je ne sais rien, essayons de voir ce que je peux découvrir. Et alors, il disait aussi, voilà, les gens me disent sage parce qu'ils pensent que je pense moi-même avoir la sagesse. Quand je critique les autres en disant vous n'avez pas la sagesse, bah, les gens ils présupposent que ça veut dire moi je l'ai la sagesse, mais Socrate il dit non, non, je ne l'ai pas non plus. Et donc, c'est cette démarche philosophique qui nous invite à suivre, à dire, bon, on met en question les choses que je sais ou que je crois savoir, et on va essayer de les reformuler sur une bonne base. Donc,
c'est un but intéressant, c'est pas juste de réfuter ce que les gens croient savoir ou de réfuter ce que lui croyait savoir, juste pour le plaisir de démolir les connaissances de tout le monde. C'était dans le but de reconstruire sur un fondement solide des vraies connaissances pour nous mener ultimement à cette sagesse. Alors, puisque j'ai dit un mot sur Socrate, ça peut être pratique de clarifier ceci, c'est peut-être su par certains d'entre vous. Euh, Ça peut prêter à confusion. Euh, euh, donc, une petite parenthèse sur Socrate et Platon. Socrate était le maître et Platon était l'étudiant, donc c'était une relation de maître et étudiant. Et Socrate n'a rien écrit. Donc on peut pas aller à la librairie ou à la bibliothèque et demander un livre de Socrate. Les pensées de Socrate, elles nous sont rapportées par Platon, qui est l'étudiant et qui lui a écrit des livres. La plupart sont des dialogues. Donc on a les dialogues de Platon qui en fait mettent en scène Socrate en dialogue avec des interlocuteurs. Donc c'est comme ça qu'on a les pensées de Socrate ou les pensées de Platon, qui sont en fait les mêmes, hein, puisque Platon enseigne dans la bouche de Socrate en nous donnant ces dialogues. Pour Socrate, c'est intéressant de savoir qu'il y avait cette méthode socratique. Alors, la méthode socratique, en bref, il s'agissait d'aller voir les gens qui se croient sages et de leur poser des questions. Et de question en question, en fait, il challengeait leurs croyances en disant: Ah, vous pensez ça, mais alors est-ce que vous croyez que ça s'ensuit? Ah, mais pour quelle raison vous avez ça? Mais alors, si vous croyez ça, vous allez devoir croire ceci aussi. Et il les menait comme ça, un peu par le bout du nez, jusqu'à ce qu'ils comprennent que, ah, bah non, en fait, ma croyance, je ne savais pas ou je ne comprenais pas, mais c'est surtout une méthode qui permet à l'interlocuteur de tirer ses propres conclusions. Donc c'est une méthode intéressante pour enseigner, de dire, plutôt que de s'asseoir ici comme je le fais moi, et puis de dire, bon ben voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est vrai, Socrate posait des questions pour mener l'interlocuteur vers la vérité, simplement en lui donnant un petit peu le pas suivant, en disant, tiens, alors je pose cette question-là, hop, tu as la réponse, bon bah du coup, puisque ça c'est vrai, on peut passer à la suivante. Ça mène la personne d'elle-même à tirer les bonnes conclusions. C'est une méthode très intéressante et très efficace. Alors évidemment, je ne peux pas le faire ici de manière très efficace puisqu'on n'est pas dans une salle de cours. Je n'ai pas accès à vos réponses en temps réel. Mais c'est une bonne méthode et on va évidemment poser des questions comme ça. Donc voilà, la distinction entre Socrate et Platon. Platon, l'étudiant, écrit les dialogues et il enseigne à travers la voix de Socrate. Donc quand on vous demande qu'est-ce qu'il croyait Platon, en fait, il faut aller lire dans les livres de Platon ce qu'il fait dire à Socrate. Encore une caractérisation de la philosophie d'un autre philosophe, c'est un philosophe contemporain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alvin Plantinga, qui, lui, décrit la philosophie comme étant l'art de penser très dur à des choses. Alors c'est un peu décrit en langage commun, c'est penser très dur à des choses, penser très fort. Imaginez, on réfléchit très très fort, très profondément sur des choses. Alors évidemment, on va aussi avoir les outils techniques pour faire ça bien, mais c'est une caractérisation un peu générale, un peu intéressante de la philosophie, c'est réfléchir, c'est penser très dur à des choses. Enfin, De Gottheis dit la philosophie, c'est l'art de penser justement au sujet de ce qui compte. Donc voilà, quand on regarde un peu ce que nous dit Tinga, il dit c'est penser très dur à des choses. On peut se demander, bon bah, à quelles choses est-ce qu'on va réfléchir de manière dure? Eh bien, ces choses-là, quelles choses? On va regarder ensemble les différents domaines de la philosophie. Alors, on va en couvrir certains pendant cette classe. Alors, on va pas les couvrir toutes. On va faire l'essentiel, puisqu'il s'agit d'une introduction aux grandes disciplines de la philosophie. Mais donc, en fait, on peut penser à ces domaines comme étant des sous-disciplines de la philosophie. Donc, dans la philosophie, on a la logique. Donc, c'est l'art de raisonner de manière rigoureuse et de ne pas faire des erreurs de logique dans notre raisonnement. Donc, on va le couvrir ensemble. Donc, la logique, c'est un des domaines de la philosophie. L'épistémologie, alors c'est un terme un peu barbare. Épistémologie, ça fait référence à l'art de savoir les choses. Donc, c'est l'étude du savoir. Qu'est-ce que ça veut dire de savoir quelque chose? Comment est-ce qu'on sait quelque chose? Donc, c'est cette sous-discipline de la philosophie qui pose les questions portant sur le savoir. Ensuite, il y a la métaphysique. Encore une fois, c'est un terme un peu compliqué pour pas grand-chose. La métaphysique, c'est cette discipline qui va poser les questions sur la nature de la réalité.
Donc, on vous posera des questions sur la réalité fondamentale. Est-ce que le monde extérieur existe? Ça, c'est une question de métaphysique. On pourra poser des questions sur le libre arbitre humain. Quelle est la nature de notre libre arbitre, si on en a un? On pourra poser la question sur la nature de l'homme. Est-ce que l'homme a une âme ou est-ce que c'est juste un corps physique? Ce type de questions-là, ça fait partie de la métaphysique, qui est donc une sous-discipline de la philosophie. Ensuite, on a l'éthique. L'éthique et l'esthétique, qui sont les deux un peu dans un même domaine, qui s'appelle l'axiologie. L'éthique, c'est la question de savoir si les choses sont bien ou mauvaises, le bien et le mal, et donc évidemment de poser la question sur la question humaine aussi. Et l'esthétique, c'est sur le beau et le laid. Donc, c'est qu'est-ce qui est beau? Est-ce qu'il y a une beauté objective? Se poser ces questions-là, ça fait partie de l'esthétique. Et puis après, il y a toutes sortes de sous-disciplines de philosophie qui, comme je le disais tout à l'heure, s'intéressent aux autres disciplines. C'est la philosophie qui pose la question de dire qu'est-ce que c'est cette autre discipline et quels sont les outils rationnels utilisés par ces autres disciplines. Donc on a la philosophie politique, qui est de poser les questions sur quels sont les systèmes politiques, quel est le meilleur système politique, quels sont les avantages, inconvénients, est-ce qu'il y a un système politique qui devrait être utilisé pour gouverner, etc. La philosophie de la religion, donc là, c'est toutes les questions de type religieux qui vont être inspectées. Est-ce qu'on peut obtenir de la connaissance religieuse? Est-ce que Dieu existe? Encore une fois, quelle est la nature du libre arbitre si Dieu existe? Est-ce qu'on peut parler de manière cohérente de théologie? Donc, toutes ces questions-là sont de la philosophie de la religion, etc. Et on a un peu ça pour toutes les disciplines. Donc, je ne vais pas vous détailler toutes. On a la philosophie des sciences. Donc, c'est la philosophie qui pose les fondements de la science. Comment est-ce qu'on fait de la science? Qu'est-ce que c'est la science? Quels sont les outils logiques qui sont le fondement sur lequel la science peut faire ses raisonnements, etc. La philosophie du langage, donc c'est quoi les mots, comment est-ce qu'ils fonctionnent, est-ce qu'ils font une référence aux concepts réellement dans le monde, et puis toutes sortes de débats sur la sémantique et la place du langage. La philosophie de la loi, donc il y a des philosophes qui s'intéressent à qu'est-ce que c'est qu'une loi, donc le système légal d'un pays, est-ce qu'il y a des réalités objectives derrière, comment est-ce que les lois fonctionnent les unes par rapport aux autres. Donc c'est encore une fois, c'est simplement poser les questions fondamentales des autres disciplines. Et enfin, la philosophie de l'art, qu'est-ce que c'est que l'art, et des questions voisines. Alors, une distinction intéressante que je voudrais commencer, c'est la distinction entre l'histoire et la philosophie, parce que c'est pas rare que les deux disciplines soient un peu confondues. Quand on parle de philosophie, parfois, certains pensent qu'il s'agit de l'histoire de la philosophie. Alors que ce n'est pas du tout le centre d'intérêt de notre classe ensemble. Ici, nous, on ne va pas faire vraiment l'histoire de la philosophie. Donc, on va s'intéresser très peu à qui a dit quoi. Alors, évidemment, vous avez bien vu, j'ai des citations parce qu'on s'intéresse quand même à certains concepts introduits par des penseurs célèbres. Mais on va être beaucoup moins intéressé par la question de savoir qui a dit ça et beaucoup plus intéressé par la question de savoir est-ce qu'ils avaient raison ou est-ce qu'ils avaient tort. Et s'ils avaient tort, quelles sont les raisons de penser qu'ils avaient tort. Donc, on va vraiment distinguer ces deux disciplines. Alors, il y a certains penseurs qui se sont engagés dans les deux disciplines. Par exemple, Bertrand Russell, qui est un philosophe britannique très célèbre, a fait un peu des deux. Mais voilà, il faut bien comprendre que quand il écrit une histoire de la philosophie occidentale, History of Western Philosophy, il fait de l'histoire de la philosophie et il vous raconte il y avait tel penseur et il a dit ça, et puis il y a un autre penseur qui a dit ça, etc. Alors que quand il écrit les problèmes de la philosophie, où il s'engage réellement dans la philosophie, à faire la discipline de la philosophie, et c'est plutôt ça qu'on va faire nous ensemble. Alors, du coup, je vais quand même vous donner une histoire de la philosophie, mais ce sera la totalité de ce qu'on va dire sur l'histoire de la philosophie. Donc, elle est quelque peu abrégée, en très rapide. Il faut comprendre qu'il y a des philosophes un peu dans l'histoire, dans les différentes périodes. Donc, on avait les Grecs anciens, dans lesquels on avait Socrate, effectivement, Platon, Aristote. Il y a ensuite les philosophes médiévaux. Donc, au Moyen-Âge, on avait plein de philosophes célèbres aussi. Le plus célèbre était Thomas d'Aquin. Et puis, les philosophes modernes, des gens comme René Descartes, David Hume, Emmanuel Kant, Søren Kierkegaard. Donc, c'est des écrivains plutôt modernes. Et enfin, on peut mettre les philosophes contemporains qui sont encore aujourd'hui actifs, vivants et qui produisent de la philosophie pour les journaux de philosophie.
aujourd'hui. Voilà, c'est pas très étoffé comme philosophie et c'est extrêmement réducteur, mais c'est tout ce qu'on en dira sur cette classe-là. Je m'intéresse plus à la discipline en elle-même que de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour ce cours-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir en pratique de cette philosophie? Ça, c'est un graphique que j'ai retrouvé, que j'avais vu dans le métro à New York. C'était une publicité pour l'école de philosophie pratique. Le slogan m'avait interpellé. Est-ce qu'ils nous vendent le bonheur durable, sustainable happiness? Donc, si vous allez vous inscrire à l'école de philosophie pratique, vous allez obtenir le bonheur durable. C'est peut-être un peu survendre les mérites de la philosophie. J'ai pas la prétention de vous offrir ou de vous vendre le bonheur durable par cette classe, mais il y a certains aspects pratiques qui sont intéressants quand même quand on est un bon en philosophie. Le premier, c'est la compréhension écrite, parce qu'on va vraiment s'intéresser de manière rigoureuse à qu'est-ce qu'affirme une phrase pour ensuite mesurer, évaluer, savoir si c'est vrai. Mais donc, ça sous-entend qu'on fasse très attention à ce qu'elle affirme et ce qu'elle n'affirme pas. Et cette compétence de faire très attention à ce qu'affirme une phrase, ça nous donne une bonne compréhension écrite. Donc, c'est une bonne compétence dans la vie de tous les jours. Tester les affirmations, c'est évidemment pratique aussi, hein. On va le faire sur des grandes questions philosophiques, mais dans la vie de tous les jours, c'est utile de tester la vérité des affirmations. Moi, j'ai 5 enfants de moins de 10 ans. Tester si ce qu'ils me racontent est vrai, c'est une compétence qui peut être intéressante. Et donc, c'est quelque chose qui peut être appliqué à des sujets tout à fait banaux. C'est là où mon français me fait défaut. Un sujet banal, tout autant qu'aux questions très philosophiques, très avancées. Ensuite, il y a la compétence de convaincre les autres, qui est très utile. Pas juste d'avoir la vérité nous-mêmes, mais de convaincre une autre personne. Et encore une fois, dans la vie de tous les jours, dans la vie de famille, dans la vie d'église ou dans la vie du business, d'être une personne convaincante, c'est une compétence très, très valuée. Et puis, bah, pour l'étude personnelle, c'est une rigueur importante d'avoir cette évaluation dans nos propres études, de lire, d'être capable d'évaluer une affirmation, que ce soit philosophique ou dans un autre domaine d'études. Donc voilà, les applications pratiques auxquelles vous pouvez vous attendre en philosophie, même si ce n'est pas le bonheur durable. Alors la philosophie, c'est pour qui? Bah, à la lumière de cette réponse-là, en fin de compte, vous pouvez voir que c'est utile pour tout le monde. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a certaines personnes qui, en fait, quand ils décrivent la nature de leur travail, hein, font quelque chose de très similaire à mes compétences en philosophie. J'ai des amis avocats qui, quand ils me parlent un peu de leur métier, je réalise, en fait, ils font exactement la même chose. Les avocats, ça s'intéresse à la loi. Mais ensuite, il s'agit de convaincre un jury ou un juge, de convaincre qu'une personne est innocente ou coupable. Et donc, il s'agit d'aller évaluer la vérité des affirmations, de donner un argument convaincant. Donc, c'est clairement la philosophie, c'est utile pour les avocats, c'est utile pour les managers. Moi, je suis manager en informatique, hein, et la plupart de mes compétences aujourd'hui sont beaucoup moins sur la technique de comment est-ce qu'on produit du logiciel et beaucoup plus sur l'organisation des personnes, convaincre les gens, faire un plaidoyer pour une technologie ou pour une autre. Donc ces compétences-là me servent moi dans mon métier de tous les jours. Les journalistes d'investigation, donc les journalistes qui veulent écrire, bon ben voilà, j'ai trouvé ceci et je le révèle, ils doivent documenter leurs trouvailles et ils doivent convaincre leur audience. Les scientifiques, évidemment, quand ils doivent faire de la science, ils doivent s'assurer qu'ils raisonnent de manière rigoureuse et ensuite convaincre la communauté scientifique. Ça s'applique aussi aux époux, de raisonner correctement ce qui aider votre mariage. Moi, je trouve que c'est très utile de bien faire attention à ce que l'autre affirme, ça évite beaucoup de disputes, de faire attention à quelle est l'affirmation, est-ce qu'ils ont tort, s'ils ont tort, de le réfuter respectueusement. Donc ces compétences-là, encore une fois, d'être capable d'être en désaccord courtois, c'est utile aussi dans un mariage. Et puis, je trouve que c'est aussi une compétence qu'on voit chez les comiques. Alors, moi, j'écoute beaucoup de comédiens, de comiques qui font du stand-up. Et euh, les comiques s'intéressent à la vérité de certaines affirmations. Et souvent, quand il y a des contradictions, c'est ça qui rend les choses humoristiques. Et ensuite, ils ont l'art de le proclamer de manière vraiment attrayante, convaincante. C'est
la livraison de la blague, hein, qui le rend puissant. Et ce sont des compétences qu'on va aussi aiguiser en philosophie, la capacité de proclamer quelque chose de vrai et de convaincant, tout en s'amusant un petit peu sur ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Voilà, c'est pour tous ces gens-là, et c'est les humains, et ça vous inclut. Alors, la philosophie n'est pas un club fermé, nous dit Doug Groothuis, ou une société secrète, hein, puisqu'on peut tous réfléchir aux questions ultimes, faisons-le. Donc, il y a une invitation générale pour tout le monde. Alors, petit avertissement, une précision au sujet des débats. Quand on va être en désaccord sur une question et qu'on va apprendre à offrir des arguments et à réfuter les arguments, il y a toujours la possibilité que ça tourne à la dispute. Et même en anglais, c'est pire que ça. En anglais, c'est le même mot qui est utilisé pour offrir un argument, c'est arguing, et pour se disputer, qui est aussi arguing. Donc, on a la chance de ne pas avoir cette confusion dans la langue française, mais on va bien faire attention à apprendre à offrir des arguments et pas à se disputer. Et donc, on peut le faire de manière cohérente, hein. On peut tout à fait être pas d'accord et offrir des arguments en faveur d'une position contraire, sans être pour autant désagréable ou en mode lutte, tout à fait, avec un clin d'œil voilà, une attitude charitable envers son partenaire de conversation, être en désaccord, même en débat formel, sans forcément antagoniser. Là, une dernière remarque sur le bénéfice de s'engager dans la philosophie par le philosophe John Stuart Mill, dit que celui qui ne connaît que ses propres arguments connaît mal sa cause. Donc, même si on est persuadé de quelque chose et que ce quelque chose est vrai, si on ne connaît que les arguments qu'on a de notre côté en faveur de cette thèse, John Stuart Mill dit on ne connaît pas bien notre thèse finalement. Là, on sera beaucoup plus riche dans notre croyance en quelque chose de vrai si on a eu l'occasion de considérer les arguments opposés, de voir en quoi ils tentent de réfuter ce qu'on croit être vrai, et d'offrir une réponse et de dire voilà, il se trompe. Et donc, il y a une richesse de croyances quand on a pu évaluer les arguments des deux côtés, pas juste les arguments, nos propres arguments. Voilà. Enfin, un dernier commentaire pour se lancer dans cette formation de philosophie. Tout ce que je vais dire, il faut bien comprendre que c'est ma vue finalement, hein. Et donc, c'est une citation amusante de Anthony Scalia, qui était un juge de la Cour suprême aux États-Unis, qui disait enfin bon, ce n'est que ma vision des choses. Et il se trouve qu'elle est correcte. Donc, c'est une manière de relativiser un petit peu, mais pas de relativiser la vérité. C'est de dire, bon, c'est que ma vision des choses, mais il se trouve que j'ai raison. Et je cherche à vous dire ici, c'est évaluer de façon critique tout ce que je dis. Je me présente comme le professeur et l'enseignant de cette classe, mais il faut quand même prendre ce que je vous raconte avec un sens critique. Et donc, j'ai ma vision des choses. Il y a certaines questions sur lesquelles ça va être un peu controversé aussi. Et donc, c'est ma vision. Voilà. Et apprenez de moi, mais faites-vous votre propre opinion intelligemment. Il ne s'agit pas d'être comme Jim Carrey, le yes man, et dire oui à tout, et garder ce sens critique de même tout ce que je raconte, évaluez-le et gardez ce que vous pensez être vrai. Moi, quand je suis en cours avec les étudiants, je ne punis pas un désaccord raisonné, mais je punis un accord déraisonné. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a un examen, une dissertation, et qu'un étudiant va argumenter en faveur d'une position, il n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Et donc, je ne pénalise pas du tout un désaccord. S'ils sont en désaccord avec ma vue, très bien. Mais ce que je veux, c'est qu'ils raisonnent intelligemment et qu'ils offrent des bons arguments en faveur de leur vue. Et là, ce sera très valorisé à mon sens. En revanche, je punis un accord déraisonné. Quelqu'un qui dit juste, bah oui, c'est parce que tu me l'as dit, je suis d'accord avec toi. Ça m'impressionne pas des masses que quelqu'un soit d'accord avec moi. C'est complètement déraisonné. Et donc, voilà, c'est pour vous encourager à garder ce sens critique qu'on va justement aiguiser avec la philosophie et qui, j'espère, va être appliqué à des grandes questions intéressantes sur lesquelles on va savoir quelles sont les bonnes raisons de penser que c'est la vérité. Voilà, c'est notre introduction sur la philosophie. La prochaine classe sera sur l'introduction à la logique, qui va être un des outils les plus fondamentaux à utiliser dans la philosophie
pour ensuite appliquer ça à toutes les grandes questions. Et dans le contexte chrétien, on passera aussi plusieurs classes sur la question de l'existence de Dieu, qui sera un petit peu notre question test pour montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne la philosophie, comment est-ce qu'on peut appliquer les arguments et comment est-ce qu'on réfléchit à une question, évidemment avec un sens très profond, avec une signification intense. Si Dieu existe ou il n'existe pas, il y a beaucoup de choses qui s'en suivent. Et c'est évidemment une question très controversée, puisqu'il y a beaucoup de désaccords. Tout le monde n'est pas d'accord sur la question de savoir si Dieu existe. Et donc, on verra un peu le débat qui servira d'exemple et d'application de nos outils de la philosophie. Voilà à quoi vous attendre sur cette classe et à la prochaine fois.